Mesdames et messieurs, je vous demande de prendre place. Merci. Bonsoir, je m'appelle vous saluer individuellement. Bonsoir à messieurs et mesdames citoyens de Saint-Pierre dans le public. Bienvenue à cette séance du conseil municipal. Merci de votre participation. Donc nous allons, comme d'habitude, commencer par demander un élu volontaire pour secrétaire de séance. J'aurais dû faire l'appel avant, je ne vais pas le faire. Madame Tina, pour maintenant, c'est déjà bon. Nous allons néanmoins passer par le stade de l'appel individuel. Bonsoir, messieurs, dames, messieurs, mesdames les élus, monsieur le maire, monsieur Christian Laffa, Rosemary Géraud-Président, Hervé Blanchette, Lila Martial, Jackie Espartero, Marlène Moderne, Marion Marquet, Karine Alexandre Savin, Hugues Sindor, René Carrel, Marie Bragance, Germaine Pierre-Léandre, Thierry Léonis, Roland Calisson, Nicole Rémire, Cédric Pouffer, Raphaël Edouard Bézès, Michaela Gobalsamy-Provos, Ali Belchasse, Michael Gobalsamy, alors une bonne procuration à Michaela Gobalsamy-Provos, Patricia Trieste, Ludmila Larade, Roger Limer, Luc Nazaire Calissan, Louis-Édouard Virail, Brigitte Dupont et ainsi Nalamotou. Merci. Donc, nous avons noté que Mme Bragance Marie était candidate pour être secrétaire de séance. Donc, nous pouvons passer à l'ordre du jour qui nous amène à débattre et à nous prononcer aujourd'hui en administration générale sur l'approbation du procès-verbal du 12 décembre 2016. Ensuite, la révocation de la convention avec l'association familiale, l'approbation de la convention cadre d'occupation temporaire du centre éthique de la Galère, la modification des statuts de Cap-Nord Martinique, la modification de la délibération du 13 octobre 2016 portant sur le bail amphithéotique avec la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique. Dans le chapitre urbanisme et aménagement du territoire, approbation du principe du parcours de santé et plan de financement, sécurisation des habitants du quartier du lycée, approbation du plan de financement, restauration et valorisation de la cathédrale phase 2, restauration du clos couvert du faux transept, y compris la voûte du vaisseau principal, la restauration et valorisation de la cathédrale phase 3, restauration du clos couvert de la nef, y compris la voûte du vaisseau principal et restitution des deux tours. Dans le chapitre finance, nous allons prononcer sur l'approbation de la demande numéro 1 avec l'entreprise NQ Elect pour les travaux de la Guéguette. Et dans le chapitre ressources humaines, sur les indemnités aux régisseurs d'avance et des recettes. Et nous terminerons par les informations diverses. Y a-t-il des remarques, observations par rapport à cette réunion du jour? Est-ce que tout le monde a bien reçu les documents de préparation de ce conseil? Sachant que, et nous en reparlerons, vous avez aussi reçu un document complémentaire qui porte sur le point 7, sécurisation des habitants du lycée, pour réparer quelques petites erreurs de calcul qui sont de l'ordre de l'erreur matérielle. Donc vous avez reçu ce correctif, mais ça ne change rien au fond de la question. Voilà, nous en parlerons tout à l'heure. Donc sans plus tarder, je voulais vous demander de bien vouloir vous prononcer sur l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 12 décembre 2016. Y a-t-il des demandes d'intervention?
en silence. Visiblement, il n'y a pas d'observation par rapport à ce procès-verbal. Donc je vais passer tout de suite à la question de savoir qui a quelqu'un qui vote contre, qui s'abstient. Adoption donc de ce procès-verbal à l'unanimité. Je vous en remercie. La question 2 nous amène à évoquer la révocation de la convention avec l'association familiale. Pour cette question, je passe la parole au rapporteur, M. Hugues Alcindor. Bonsoir à tous et à toutes. L'association familiale par convention en date du 12 février 2004 occupe un local à la Villa Sainte-Anne, Saint-Jean-de-Dieu. Suite au constat d'absence d'occupation de locaux depuis plusieurs mois, au courrier adressé à la présidente de cette association sur les raisons de cette non-occupation et aux demandes réitérées de mise à disposition de locaux provenant d'autres associations. Monsieur le maire avait prévu de solliciter l'avis du conseil municipal sur la révocation de la dite convention. Le conseil municipal en séance du 17 novembre 2016, sur proposition du maire, a décidé de souscrire à la décision à révoquer la convention jusqu'au conseil municipal de janvier 2017, dans l'attente des documents justifiant de la reprise d'activité. Cette décision a été notifiée à la présidente de l'association par courrier en date du 8 décembre 2016. À ce jour, aucun document signifiant la reprise des activités de cette association n'a été adressé à la ville. Monsieur le maire demande donc au conseil municipal de l'autoriser à révoquer la convention d'occupation de l'association familiale à la Villa Sainte-Anne. Merci. Y a-t-il des questions? Je tiens à rappeler un peu l'historique. Donc, nous avons constaté que ce local, depuis que nous sommes en responsabilité, c'est-à-dire depuis le 7 avril 2015, est fermé et aucune activité de l'association ne l'anime. Et donc, nous avons procédé à nous avons contacté une première fois la présidente. Sans réponse, nous avons relancé une nouvelle fois et malgré toutes nos tentatives de prise de contact avec cette association, nous n'avons pas eu de suite. À la suite de cela, nous avons donc décidé de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal de décembre la révocation de la convention pour libérer ce local et faire en sorte qu'il puisse, d'abord, on vérifie son état parce que nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur, dans quel état est ce bâtiment, et ensuite qu'il s'agissait aussi de répondre à de nombreuses demandes d'autres associations ou de personnes qui veulent développer des activités sur cette pierre et qui n'ont pas de local. Donc c'était dans ce but que nous avions voulu mettre à l'ordre du jour du conseil de décembre cette révocation. J'ai reçu immédiatement une visite de celui de M. Fidel et Mme Ramani, membre de l'UDAF. À la suite de quoi, j'ai écrit à la présidente que j'avais bien reçu une lettre qu'elle m'a adressée le 1er décembre 2016, m'informant des raisons de la fermeture des locaux de son association, et je lui disais, je vous précise que j'ai reçu le 17 novembre 2016, M. Fidel et Mme Ramani, membres de l'UDAF, qui m'ont assuré de la reprise des activités de l'association familiale pour janvier 2017. Et donc il s'agissait d'organiser une assemblée générale en décembre 2016, au préalable. Et je continuais en disant, compte tenu de ces nouveaux éléments, cette date du 8 décembre 2016, compte tenu de ces nouveaux éléments, le conseil municipal a décidé sur ma proposition de surseoir au vote de la décision de révoquer la convention jusqu'au prochain conseil municipal de janvier 2017. Et donc je concluais en disant, je reste donc dans l'attente des documents de reprise des activités de l'association et vous prie d'adhérer, madame, l'expression et les salutations distinctes. Nous sommes donc en février, décembre est passé, janvier est passé, aucun signe, aucun mouvement.
Aucune nouvelle, pas même un coup de téléphone. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire marche arrière, il faut une décision. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Décision adoptée à l'unanimité. Nous passons à la question 3 qui nous appelle à nous prononcer sur la convention cadre d'occupation temporaire du centre nautique La Galère. À nouveau, je passe la parole à M. Hugues Alcindor, en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Merci, monsieur le maire. Par délibération date du 21 février 2013, le conseil municipal a approuvé le principe d'une convention de gestion du centre nautique, La Galère, avec l'association des sports et des loisirs nautiques. La convention de gestion a été signée le 25 février 2013. Conclue pour une durée de 2 ans. Elle est caduque depuis le 25 février 2015. Cette convention prévoit en sorte qu'article 8, durée et renouvellement, qu'il appartiendra au conseil municipal ou au maire, si ce dernier a reçu une délégation du conseil municipal, de délibérer sur l'éventuelle reproduction de la présente convention. Cette même délibération fixera les nouvelles conditions d'occupation des lieux. Par exemple, une nouvelle répartition des heures d'affectation du local, une nouvelle mise en œuvre d'une redevance. C'est ce dont il s'agit aujourd'hui, de se prononcer sur les nouvelles conditions d'occupation du centre nautique. Face aux nombreuses demandes d'autres associations, clubs d'aviron, associations pour la pratique de yoga, etc., le monde local associatif à Saint-Pierre, M. le maire propose un partage pluriel de cet espace et que le plus grand nombre d'associations puissent en profiter. Le maire demande donc au conseil municipal de se prononcer sur la convention cadre qui sera adaptée à la situation de chacune des associations. Pour synthétiser un peu, donc cette association avait une convention de gestion. Donc la nouvelle consiste d'avoir une convention d'occupation pour que la collectivité, justement, dans le même niveau de bâtiment, pour pouvoir autoriser, faciliter, avoir un droit de regard sur les associations qui proposent des activités portées sur la mer pour pouvoir utiliser ce bâtiment. Et en ce qui concerne la salle polyvalente qui est à côté, qui est sur le même site, manque de locaux sur la ville pourrait être mis à disposition d'associations qui proposent des activités loisirs ou physiques comme le yoga, ou de gym, ou de yoga, etc. Voilà. Des questions, des demandes de précision, peut-être. Madame Larade. Ce n'est pas une précision, c'est juste que je suis très heureuse de voir que c'est un outil qui fonctionne et la demande, elle est là, elle est pressante et on voit encore que l'humain a été pris en compte de toutes les actions municipales antérieures. Voilà, tout simplement. Je suis ravie de voir que quand même c'est un outil qui est sollicité et que les gens sont très contents. Voilà, tout simplement. Merci Madame Larade. Je voudrais saluer la présence avec nous de Madame Patricia Trieste pour la première fois, si je ne me trompe pas. Donc bienvenue à toi Patricia et je te prie de bien vouloir prendre place parmi nous. Donc oui, Monsieur Asselon, non? Oui, je partage cette remarque de Mme Larade. Aucun problème là-dessus. Vous savez, nous ne sommes pas de ceux qui disent que
quand quelque chose a été une bonne idée ou a été réalisé, que c'est forcément mauvais parce que ça n'a pas été réalisé par nous. Donc moi je me souviens que j'étais donc dans l'opposition avec M. Planchette, nous ne sommes jamais opposés à la réalisation et à la rénovation du centre nautique. Nous avons posé quelques questions sur la façon de faire. Bon, nous avons posé la question sur le coût final, bon, des questions d'ordre technique, mais nous n'avons jamais nié l'utilité et l'intérêt d'un tel équipement. Sauf que nous l'avons trouvé dans une situation de gestion qui était très particulière. Donc un équipement public qui a été financé à hauteur de autour de 2 millions d'euros et mis à disposition d'une association, une seule association, qui en avait la gestion et qui était la seule à y développer des activités. Et dès la campagne électorale, dans notre programme, il était inscrit que nous voulions faire de cet équipement quelque chose de polyvalent et d'autoriser l'accès à tout type d'activité autour du sport au sens large, et même de la vie associative qui pouvait y prendre place. Bon, il y a des activités nautiques, certes, mais il peut y avoir de la danse, de la gym, c'est que nous avons été sollicités, et comme nous avons un déficit de salles, il se trouve que nous voulons optimiser cet équipement, notamment la salle qui peut recevoir, ne serait-ce qu'une réunion d'association, une assemblée générale, quelque chose. Donc cet équipement, par cette nouvelle convention, nous allons en optimiser l'usage, alors qu'il était là, bien réalisé, certes, mais en dessous du niveau de service qu'il pouvait apporter à la ville. C'est donc cela la nuance. Donc nous essayons de... Voilà. Non seulement, il y a quelque chose aussi qui était un petit peu anormal, c'est que cet équipement appartient bien à la ville, et la ville n'avait aucun regard sur ce qui s'y passait. Mais on sait bien qu'il se dégrade, comme tout bâtiment, et qu'en final, c'est la ville qui va payer les factures. Alors autant que la ville reprenne la main sur cet outil, tout en gardant, en préservant l'activité de l'association qui y est et qui développe une véritable activité, qui est utile, reconnue. Donc il ne s'agit absolument pas de trier dans les activités les acteurs qui peuvent exercer au sein de ce centre nautique. Nous, on est dans cette logique-là. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? S'il n'y en a pas, je passe donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. La question suivante. Modification des statuts de Cap-Nord Martinique. Et pour cela, je passe la parole à Mme Géo Plesda. Pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement élue communautaire de la communauté d'agglomération du Nord Martinique avec moi pour représenter le conseil municipal de la ville de cette terre. Merci. Merci, monsieur. Modification des statuts de Cap-Nord Martinique. Le Conseil communautaire pour la délibération du 30 septembre 2016 a délibéré pour une modification des statuts conformément à la loi NOTRe numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant une nouvelle organisation territoriale de la République, dont la première échéance est le 1er janvier 2017. Les compétences sont élargies. En matière de développement économique, compétences obligatoires. Le PCI dispose de la globalité et sur l'ensemble du territoire communautaire la compétence création, aménagement, entretien, gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Le PCI dispose de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. Le PCI dispose de la compétence politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Le PCI met en place des actions de développement économique en comptabilité avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. En matière environnementale, la compétence optionnelle, élimination et valorisation des déchets, des ménages et déchets assimilés,
devient une compétence obligatoire, collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés. Une nouvelle compétence obligatoire en matière d'accueil des gens de voyage, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil. Le maire demande aux membres du conseil municipal d'approuver les modifications des statuts de la communauté d'agglomération du pays Nord-Martinique, d'autoriser le maire à accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de ce dossier. Collègues, y a-t-il des questions? Vous aurez compris qu'il s'agit simplement d'approuver cette modification qui a été proposée à Cap Nord. Pas d'observation particulière? Bon, donc qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Passons maintenant à la question de la délégation du chapitre administration générale, qui aborde la modification de la délibération du 13 octobre 2016, c'est-à-dire le bail qui concerne le bail amphithéotique à la Chambre de commerce. Je passe la parole à M. Edouard Lézès. Bonsoir à tous. Modification de la délibération du conseil municipal du 13 octobre. Le maire propose de modifier le bail amphithéotique signé avec la CCIM. En effet, Le principe du bail exige la mise à disposition de l'entièreté du bâtiment de la maison de la Bourse afin d'offrir au public un accueil plus efficient. Pour cela, il convient de modifier le texte initial de la délibération comme suit. C'est à ce titre que le maire propose la signature de bail amphithéotique au profit de la CCIM portant sur l'ensemble du bâtiment de la maison de la Bourse, étant entendu qu'à la demande du maire, un emplacement d'accueil sera réservé à la promotion du tourisme de Saint-Pierre en rez-de-chaussée, selon des modalités à convenir entre les parties. Il est accepté par les parties que cette exception est faite pour tenir compte de l'attrait touristique qu'il est conféré à la maison de la Bourse, objet du présent bail, d'une part, et de la compatibilité de la promotion du tourisme avec les activités de la CCIM d'autre part. Le maire demande aux membres du conseil municipal de se prononcer sur la modification de la délibération et du bail amphithéotique, de donner au maire un mandat pour signer tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions? Donc je résume l'objet pour lui. Ou Raphaël, tu peux peut-être expliquer. Donc simplement, on avait lors de la signature de cette convention avec la Chambre de commerce prévu dès le départ une partie, le rez-de-chaussée, qui serait allouée à un point tourisme. Donc ça n'avait pas été précisé à la rédaction de la convention, mais ça avait toujours été accepté par l'ancien président Daniel Baudouin. Et donc c'est simplement la mise de la convention avec les décisions qui avaient été prises. Voilà. C'est très clair. Donc, y a-t-il néanmoins des demandes de précision, des prises de parole? Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité de cette question également. Dans le chapitre urbanisme et aménagement du territoire, le point 6 nous amène à nous prononcer sur le principe du parcours santé et de son plan de financement. On passe la parole à nouveau à M. Hugues Alzador. Merci, M. le Président. L'activité sportive est un besoin essentiel pour tout le monde de priorité. En effet, on peut constater la présence de nombreux joggeurs de tout âge sur les routes chaque matin. Ces conditions ne favorisent pas une pratique saine et sécurisée.
C'est pourquoi le maire propose une alternative nouvelle afin de dynamiser l'activité sportive, la création de parcours de santé. Celui-ci sera installé à côté du CDST, sont des découvertes des sens de la Terre. Départ du parcours entre le stade Paul-Charles et l'entrée du CDST. Les travaux consistent en un tracé de parcours, un point d'eau, une clôture, un balisage, un éclairage du site, la pose d'accueil. Le coût total de l'opération est estimé à 151 072 euros. Et le plan de financement se décompose comme suit. Participation du Centre national pour le développement du sport, 75 750 euros. Participation au Fonds exceptionnel d'investissement, ministère de l'Outre-mer, 67 768 euros. Participation de la ville, 7 554 euros. Total hors taxe, 151 072 euros. Le maire demande aux membres du conseil municipal d'approuver la réalisation des parcours de santé, d'approuver le plan de financement tel que proposé, de l'autoriser à prendre toutes les décisions concernant cette opération. Oui. Donc, comme nous le savons tous, le sport permet de lutter contre certaines maladies comme l'obésité, le diabète, l'hypertension. Donc, nous constatons nombreux joggeurs sur la route, comme ça a été mentionné, ce n'est pas une pratique saine sécurisée. Donc, j'en connais qui pratiquent ce type de sport, comme la colle de série, le wrestling. Donc, permettre à la population théotine de pratiquer ce sport en toute sécurité, à travers ce parcours de santé. Donc, c'est un parcours qui peut accueillir tout public, qui possède même des défibrillateurs en cas d'urgence. Donc, ce n'est pas un grand parcours comme on peut le voir sur le territoire martiniquais. Ça permet quand même déjà de permettre la pratique sportive en toute sécurité. Voilà. Idée de mon intervention. Je voulais souligner et remercier le travail qui a été fait très très vite par M. Hugues Saint-Or, mais surtout par M. Bougelato, qui est quelqu'un que nous avons recruté pour. Ce n'est pas un service des sports que nous avons, c'est un référent sport. Parce que je vous rappelle qu'avant, nous avons trouvé un office municipal des sports et des loisirs. Bien. Mais il se trouve que cet office, comme beaucoup des offices, comme quasiment tous les offices que nous avons trouvés, était dans sa structuration et dans son fonctionnement plus que contestable. D'ailleurs, nous avons un contentieux qui est en train de se terminer, puisque nous avons été obligés très juridiquement d'arriver à solder, à liquider cette structure, qui pour autant a quand même consommé pas loin de 200 000 euros sur 13 ans. 200 000 euros. Pour produire quoi? On n'a pas eu beaucoup de bilan en retour. Alors que là, en quelques semaines, nous avons la possibilité, grâce à ce travail qui a été fait très très vite, en résonance avec l'annonce de l'octroi de 20 millions d'euros pour les Outre-mer par le ministère des Sports, tout de suite, ces deux personnes se sont mises au travail pour, en quelques jours, monter ce dossier qui a été reconnu comme très intéressant par la GRSC Sport. Peut-être que tu pourrais nous dire quelles sont les échéances qui devaient être examinées en janvier, je crois. Oui, la commission. La commission, ça passe en commission au mois de mars. Donc, le moment où on a contact avec M. Piva de la DGSS, et qui nous a donné déjà un petit avis avant que ça passe en commission.
Donc avec ça, on met le pied à l'étrier, sachant que derrière, le gros dossier sur lequel vous travaillez déjà, c'est la réflexion du stade production. bien. Tu peux dire quelques mots de ça en même temps. Bon, ben c'est, comme je le dis, la réflexion du stade production, qui l'année prochaine aura 50 ans. Donc je pense qu'il est temps de rénover ce stade. Surtout que cette année, nous avons le club de notre Sépia qui nous redonne le sourire. Ça fait 13 matchs, 13 victoires, en tête de leur championnat Gantois, qui a gagné son match de coupe le week-end dernier. Je pense que si ça continue comme ça, en progressant, il faut permettre justement à ce club d'avoir une structure à l'image de la ville. Et il faut le faire, il faut même pas regarder. Il faut permettre justement à la ville, pas seulement la ville de Saint-Pierre, mais les villes avoisinantes, profiter d'une telle structure, parce que c'est quand même une belle structure qui dommage année après année se développe. Merci. Donc, y a-t-il des questions? Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption de cette délibération à l'unanimité. Nous passons à la question 7, la sécurisation des habitations du quartier municipal. Je passe la parole à M. Marquet Mario, en charge de l'urbanisme au sein du conseil municipal. Le plan. Le plan de financement de cette opération est à revoir, puisque l'aide exceptionnelle aux collectivités territoriales de la réserve parlementaire du sénateur Larcher ne peut être sollicitée par la commune, ces dépenses n'étant pas éligibles. L'ancien plan de financement qui prévoyait pour le fonds baranier une participation de 8%, soit pour un montant. Alors, je peux dire que plusieurs éléments matériels se sont glissés dans le plan de financement de l'opération proposée pour l'opération de Mario, juste une petite seconde. En fait, il n'y en a qu'une seule. Ça a été vérifié, c'est le total. Non, je veux dire, c'est l'actionnaire en matériel. Le premier tableau, c'est le total. En réalité, c'est 79 937 €. Les comptes intermédiaires sont bons. Et est-ce que ça se répercute sur l'ancien plan? Non, je parle de l'ancien plan. Le nouveau plan, c'est ça que. Ok, d'accord. Donc, plusieurs éléments matériels se sont glissés dans le plan de financement de l'opération précitée proposée pour l'opération précitée. En effet, il faut dire 79 937 € en lieu et place de 79 837 €. Par conséquent, l'ensemble des membres du conseil municipal est invité à se prononcer sur le plan de financement modifié suivant. Fonds pour une participation de 8,32%, soit 651,05 € achetés. La collectivité territoriale Martinique, 56,52%, soit 45 177 000, fois 100 € hors taxe. La commune de Saint-Pierre, 37,16%, soit 28 108,35 €. Le montant total de l'opération serait donc à la somme de 79 937 234 000. Le gouvernement du conseil municipal d'approuver le nouveau plan de financement, de l'autoriser à signer tout document relatif à celui-ci.
Merci. Question. Peut-être une petite clarification, parce que nous, on connaît le dossier, mais le public ne le connaît pas. En fait, le pourquoi, c'est qu'effectivement, le sénateur Larcher nous avait spontanément proposé son aide, une partie de son enveloppe parlementaire sur un projet. Mais ça s'est fait très très rapidement, et malheureusement, nous avons été un peu mal orientés par son attaché parlementaire, et il y a eu une incompréhension, disons, qui a abouti au constat que l'aide promise par M. Larcher, je le remercie déjà sur l'intention, n'était pas éligible sur ce dossier-là. Donc nous avons été amenés à revenir à notre plan de financement antérieur, donc constitué de fonds barniers, donc fonds pour des risques de ce type, des fonds de la CTM, et puis une partie de financement de la commune de Saint-Pierre. C'est l'explication de ce qui nous amène à reporter ce plan de financement aujourd'hui. Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote donc? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Nous passons à la question 8. Il s'agit de la restauration et de la valorisation de la cathédrale phase 2. Restauration clos couvert du faux transept, y compris la voûte du vaisseau principal. Je repasse la parole à M. Marquet-Marie. Dans le cadre de l'opération restauration et valorisation de la cathédrale phase 2, la municipalité de Saint-Pierre a pris, lors du conseil municipal le 8 octobre 2015, une délibération afin de fixer le plan de financement suivant. Alors, fonds européen pour une participation à hauteur de 47,70%, soit un montant de 405 346,87 €. La date ministère de la Culture, 20%, soit 169 956,77 €. Conseil régional de Saint-Pierre, 22,30%, soit 189 501,70 €. Le Conseil général, 5%, soit 42 489,19 €. Commune, 5%, 42 489,19 €. Le total était donc de 849 783,81 €. Avec la mise en place de la collectivité territoriale, les financements du Conseil régional et du Conseil général sont maintenant des financements de la collectivité territoriale de la Martinique au titre des fonds de l'aide du Conseil régional aux communes et du contrat de communes. De plus, le passage du budget prévisionnel au budget réel a entraîné une augmentation du montant total du projet. Le nouveau plan de financement est donc le suivant. Fonds européen, participation à 47,70%, soit 434 783,38 €. La date ministère de la Culture, 20%, 182 299,11 €. La CTR, réaffection de l'aide du Conseil régional aux communes, 11,38%, soit 103 695,55 €. CTR, contrat de progrès, 14,08%, soit 128 295,43 €. Commune de Saint-Pierre, 6,84%, soit 62 422,09 €. Le montant total est donc de 911 495,56 €. Le gouvernement de l'organisation municipale a approuvé le nouveau plan de financement tel que proposé, de l'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Merci Mario. Donc,
vous avez la parole, sauf si arrivez à porter un complément. Alors, c'est des travaux qui vont durer, alors je rappelle quand même à l'origine, c'était quoi? C'était les travaux d'organisation de la cathédrale de Saint-Pierre, et donc c'était 3 phases. La première phase, c'était le Sacré-Cœur, qui s'est terminé après 10 mois en juin. En juin 2016, et il y a eu un petit problème de continuité des travaux, tout simplement parce qu'on a eu un changement de gouvernance. Donc, les travaux de la phase 2 qui concernent une partie c'est pas la totalité de la nef principale. Donc, ces travaux, donc, une augmentation entre ce qui était prévu et ce qui est en hier, qui est une augmentation de 61 711 €. Il y a pour un de chantier le 16 janvier et une fin prévue dans 10 mois. Qu'est-ce que je peux vous ajouter d'autre? Ça va. Merci, c'est effectivement un très difficile combat de poursuivre ces chantiers dans des conditions financières de la mairie, mais aussi les conditions qui ont été créées par le changement de gouvernance au niveau de la CTM, puisque les dossiers qui étaient dans les rouages se sont retrouvés donc à devoir être réanalysés. Bon, il y a eu changement de règles de financement aussi de l'Europe, bon, beaucoup de choses ont fait que. Mais il faut quand même dire quelque chose qui peut aussi éclairer le Pierrotin, c'est que nous avons trouvé un chantier où on a décidé de déposer phase après phase. Si les choses avaient été faites comme elles auraient dû être faites, nous n'aurions pas eu cette rupture de continuité dans ce chantier qui a duré près de 8 mois avant qu'on arrive à le redémarrer. C'est simplement parce que nous avons été obligés, nous, en arrivant, de déposer la deuxième phase. Et cette deuxième phase a été déposée juste avant les élections de la CTM, et donc ça explique une grande part des problèmes que nous avons eus. Et probablement aussi, les plans de financement n'auraient pas été remis en question, puisqu'ils auraient été déjà validés avant le changement des règles européennes. Donc nous nous sommes retrouvés dans une double turbulence, le changement de la CTM, le gouverneur de la CTM, des personnes ont repris ce dossier et ne les connaissaient pas. Nous avons été obligés de les représenter 4 ou 5 fois. Et en plus, les règles européennes sont arrivées par-dessus pour changer les plans de départ. Donc, voilà. Et c'est pas fini, puisque je tiens à le dire, parce qu'il faut que les choses soient dites, ce qui était bien, qui a été bien fait, on le dit, mais ce qu'on nous a laissé à faire, il faut qu'on le dise aussi, rien n'avait été prévu pour l'intérieur de la cathédrale. Donc la cathédrale était prévue pour être rénovée de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Donc nous allons devoir, nous, au début de cette année 2017, repartir à la conquête de finances, à la reconstitution d'un dossier pour la rénovation et la restauration de la cathédrale dans son intérieur. Ça aurait été quand même dommage, un monument historique qui soit restauré de l'extérieur et pas de l'intérieur. Donc c'est à peu près 3 millions d'euros qu'il va falloir aller chercher pour terminer cette rénovation, enfin faire en sorte que l'intégralité de la cathédrale soit restaurée. Mais bon, Dieu merci, j'aime bien cette formule en l'occurrence, la phase 2 a redémarré et la phase 3, nous l'avons déposée immédiatement pour éviter qu'à nouveau on soit, que les travaux ne s'arrêtent. Donc ça y est, normalement on est parti jusqu'à la fin des travaux qui concernent le clos couvert et l'extérieur de la cathédrale, y compris des tours. Il ne nous reste plus, si je puis dire, qu'à aller chercher de quoi restaurer l'intérieur. Et donc en travaillant, comme disent les technocrates, en temps masqué,
pendant que se feront ces travaux de des phases 2 et 3, nous aurons le temps, a priori, d'aller chercher de quoi faire l'intérieur. Donc, on devrait terminer dans la continuité ce chantier, j'espère, à l'horizon de 2019, si tout va bien. Si tout va bien. Et si Dieu nous aide. Bon, j'ai pas le droit de dire ça normalement, je suis. Mais c'est pas grave, je le dis. Dans mon rôle, je dois respecter la séparation de l'Église et de l'État, mais vous ne m'en voudrez pas. Y a-t-il d'autres interventions sur cette opération? Donc, s'il n'y a pas de demande, je passe aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Nous passons donc à la restauration et valorisation de la cathédrale phase 3, comme je vous le disais. Il s'agit de la restauration du clos couvert, de la nef, y compris de la voûte du vaisseau principal et de la restitution des deux tours. Je repasse la parole à M. Marquet-Mario. Cette opération est la dernière phase de la restauration du clos couvert de la cathédrale du Moyen-Âge. La troisième phase correspond à la restauration du clos couvert de la nef, y compris voûte du vaisseau principal et restitution des deux tours. Monsieur Bortolussi, architecte en chef des bâtiments historiques, est en charge du suivi de cette troisième phase. Les résultats attendus sont la continuité du culte, la visite de cet édifice qui s'inscrit dans le parcours du patrimoine, la mise en lumière de façade de la cathédrale, la création d'une attraction patrimoniale et lumineuse majeure. Ce projet de valorisation de ce type historique participera à l'activité touristique de Saint-Pierre et correspond à un enjeu patrimonial fort. Cette phase doit débuter septembre 2017 et se terminera en décembre 2018, donc soit 16 mois. Le plan de financement est le suivant. fédère pour une participation de 47,70%, soit 534 388,35 €. État 20%, soit 224 062,20 €. La CTM, l'aide du Conseil régional au communes 2015, 21,08%, soit 236 208,38 €. La CTM, contrat de progrès, 1,22%, donc soit 13 620,97 €. La commune de Saint-Pierre, 10%, soit 111 031,10 €. Le montant total de la troisième phase est donc de 1 120 311 €. Le maire demande au nom du conseil municipal d'approuver le plan de financement tel que proposé, de l'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Vous avez la parole. Merci Mario. Bon, j'en profite juste pour donner une petite information de précision. Vous avez remarqué que les messes ont été déplacées à la guinguette depuis, en tout cas j'ai vu ce soir, je ne sais pas si ça a commencé, depuis aujourd'hui, sans commentaire, on sait de quoi on parle. Mais il se trouve que nous avons été obligés de faire cela pour permettre le redémarrage de la phase 2 des travaux de la cathédrale. Donc, pour information, j'ai relancé encore une fois, parce que nous savons quand même qu'il y a un petit danger concernant la circulation à ce niveau. Donc, la demande a été refaite à la CTM pour la troisième fois. Et donc, nous avons reçu une réponse de la CTM disant que le nécessaire va être fait incessamment sous peu. J'ai même appelé un dimanche qui, M. Marissat, en charge des grands travaux de la CTM,
et M. Mongis, l'ingénieur, pour obtenir qu'on accélère cette sécurisation de l'accès à la guinguette. Parce que dans la descente, là, vous savez comme moi, les automobilistes roulent assez vite, mais j'ai vu que monsieur le curé, Père David, a suivi la préconisation que je lui avais faite, à savoir que des paroissiens puissent se mettre en gilet fluorescent et essayer de signaler, en tout cas, qu'il se passe quelque chose de particulier pour permettre aux paroissiens de traverser dans de bonnes conditions et d'aller à la messe à la guinguette. La capacité de la salle n'est pas extraordinaire, donc le Père David sera obligé de faire plusieurs messes le dimanche, mais bon, c'est une situation le samedi soir. Nous aiderons le samedi soir, puisqu'il y aura un peu plus de monde à sécuriser. J'ai demandé à la police municipale d'aider à la sécurisation de la traversée des paroissiens, tout en sachant que cette situation ne saurait durer trop longtemps, maximum 2 mois, le temps que les échafaudages soient déplacés et que la messe puisse être à nouveau réalisée au sein de la cathédrale dans des conditions sur lesquelles nous sommes déjà en train de travailler. Y a-t-il d'autres interventions? Non. Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Question suivante dans le chapitre Finances. Approbation de l'avenant numéro 1 de MQ-ELEC pour les travaux de la guinguette. Là, je passe la parole à M. Thierry Méronis, conseiller municipal en charge des finances. Approbation de l'avenant numéro 1 MQ-ELEC pour les travaux de la guinguette. Le conseil municipal avait approuvé le 21 septembre 2015 le choix de l'entreprise MQ-ELEC de Casse-Vilotte pour des travaux d'électricité dans le cadre de la rénovation de la guinguette pour un montant de 38 949 000 € hors taxe. Un avenant a été signé en mars 2016 de montant de 29 129 € hors taxe, qui confirme les prix sur le reste des travaux d'électricité déjà programmés, mais non budgétés. Le nouveau montant du marché s'élève à 68 078 € hors taxe. Le maire sollicite des membres du conseil municipal l'approbation de cet avenant, affermissant les prix de l'offre pour le lot électricité pour un montant de 29 129 € hors taxe. Merci Thierry. Donc c'est juste une inscription au budget d'une somme qui était déjà programmée, mais pour une erreur probablement matérielle, non budgétée, c'est ce que nous sommes en train de corriger aujourd'hui. Donc, y a-t-il des demandes de précision? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité de ce point. Dans le chapitre ressources humaines, nous allons aborder la question des indemnités aux régisseurs d'avance et de recettes. Je passe la parole à M. Raphaël Valdez, en charge des relations avec le personnel du dialogue social. Merci. Une indemnité de responsabilité peut être attribuée aux régisseurs de recettes et aux régisseurs d'avance, et les taux sont fixés par délibération à limite des taux en vigueur pour les régisseurs des collectivités locales. En effet, le versement de cette indemnité est fonction de barème de référence fixé par l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité alloué aux régisseurs d'avance et aux régisseurs de recettes. Le cas échéant, une indemnité de responsabilité
Le cas échéant, donc, une indemnité de responsabilité peut également être allouée au mandataire suppléant dans les conditions prévues par l'instruction du 21 avril 2006. Compte tenu des contraintes croissantes liées à la fonction de régisseur, il est proposé de fixer les taux de ces indemnités à 100% pour les régisseurs titulaires et de verser une indemnité au mandataire suppléant au prorata du temps passé à exercer cette fonction. Le maire demande aux membres du conseil municipal de délibérer sur les propositions suivantes. D'allouer une indemnité de responsabilité au régisseur titulaire au taux prévu par l'arrêté du 28 mai 1993, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001. Ensuite, d'instituer le principe selon lequel une indemnité de responsabilité pourra, le cas échéant, être allouée au mandataire dans les conditions prévues par l'instruction du 21 avril 2006. Et enfin, de prévoir la possibilité de nommer un régisseur intérimaire dans les cas énoncés par l'article 1617-5-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc, simplement pour signaler que ce n'est qu'une régularisation des pratiques qui se font déjà, parce qu'on a déjà des régisseurs qui touchent déjà cette prime-là, et c'était simplement il fallait que ce soit acté au conseil municipal. Voilà, donc M. Raphaël Rabézès nous a bien donné cette précision très importante. La chose n'était pas régularisée par une délibération, elle était pratiquée mais non délibérée, donc nous n'avons pas retrouvé trace de la délibération. Pour information aussi, pour qu'on ne croit pas qu'il s'agit encore une fois de sommes mirobolantes qui sont attribuées à des salariés indûment. J'ai demandé à la DGS les montants qui sont en cause. Ça va de 110 à 140 euros par an. Voilà, donc c'est pas ça, avec ça que l'on devient riche, mais c'est avec ça qu'on accepte de prendre une responsabilité, sachant que par ailleurs, ces personnes qui acceptent cette responsabilité-là, on doit servir à prendre une assurance, parce que comme ils manipulent de l'argent public, on ne sait jamais. Donc ces sommes qui sont de l'ordre, je le dis bien, de 110 à 140 euros par an, leur servent aussi à ça. Et ça sert aussi à les motiver pour prendre des responsabilités qu'ils ne sont pas obligés de prendre. Donc je voudrais que ce soit avec un risque. Donc ce sont des... Je passe la parole à... Je voulais juste rajouter que les régisseurs effectivement acceptent ces missions sous la forme du volontariat. On ne peut pas leur imposer d'être régisseur et ils acceptent effectivement en tant que régisseur un risque pécuniaire, effectivement. Alors qu'il n'y ait pas de fausses idées qui courent, comme quoi c'est avec ça que les personnes vont s'enrichir. Je les remercie de prendre la responsabilité parce que ce n'est pas facile à trouver des gens qui acceptent. D'autres interventions? Bien, nous passons au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Voilà, donc nous avons épuisé l'ordre du jour, semble-t-il, je ne dis rien. Voilà. Et donc, pour ce qui est des informations diverses, il n'y en a qu'une. Vous avez entendu dans l'actualité quelque chose qui nous intéresse. Je vous en prie. Il s'agit d'une plainte en diffamation qui avait été déposée par les élus de la majorité municipale en milieu d'année dernière. Plainte qui a été retenue, plainte en diffamation
Et la plainte a été retenue par la justice comme suffisamment, comme devant être jugée. Et donc ce qui s'est traduit par la mise en examen de l'association agissant pour Saint-Pierre, association donc déclarée en préfecture, loi 1901. Pourquoi l'association? Parce que les individus, à titre individuel, à titre personnel, on n'a pas pu dire qui exactement, mais sachant que ces documents, cette publication sur le site internet du groupe en question, Agissant pour Saint-Pierre avec Raphaël Martin, et aussi les tracts qui avaient été distribués dans Saint-Pierre, mentionnait donc que c'est l'échelle du groupe ou de l'association Agissant pour Saint-Pierre. Cette association est une entité morale dont le président est Raphaël Martin, et c'est pour ça que cette association peut être mise en justice pour rendre compte. Donc les accusations sont... ça semblait être un jeu, et je veux dire le pourquoi nous avons porté plainte. Ça n'est pas juste pour aller à la chasse aux gens comme ça, c'est parce que nous estimons que les pratiques politiques à Saint-Pierre doivent être à niveau des responsabilités que nous avons, doivent être à niveau de ce qu'impose la République française, qui a des règles. La preuve, c'est que le procureur a retenu que ça n'était pas normal, donc c'est pour ça que ces personnes sont appelées à s'expliquer en justice. La justice, après, décidera de ce qu'elle doit décider. Hein. Mais en tout cas, le fait que ce soit retenu démontre que ces pratiques ne sont pas normales. Et on voudrait, par là, dire aux Pierrotin que la politique à Saint-Pierre ne peut pas être faite autrement que ce que la République française estime faisable. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui s'imposent aussi à Saint-Pierre. Ce tract disait tout simplement que j'étais un complice d'un voleur, que j'avais fait cadeau d'argent à quelqu'un qui était un voleur, donc j'étais son complice, et que tout le conseil municipal, parce que ce n'était pas la décision de Christian Raffa, maire de Saint-Pierre peut-être, mais c'était la décision du conseil municipal de rectifier la situation de cet ex-régisseur qui avait été mis en retraite anticipée de façon très précipitée, pour des raisons que j'ignore, mais en tout cas, il a été mis en situation de retraite anticipée sans son allocation de retour à l'emploi, alors qu'il y avait droit. Comme je l'ai dit, même s'il avait été condamné en justice, on ne pouvait pas en plus le priver de ses droits sociaux. C'était une forme de double peine qui avait été décidée par la municipalité en place à l'époque. Elle avait fait sa propre justice. Or, ce monsieur, nous sommes renseignés auprès de notre avocat, qui nous l'a confirmé. Monsieur le préfet nous a interrogés par l'opposition, a répondu à 2 personnes qu'il avait interrogées. Même le ministre de l'Outre-mer avait interpellé sur cette affaire, disant que nous avions commis un acte régulier, illégal. La ministre a fait répondre par le préfet, et le préfet a répondu lui-même à 2 personnes de l'opposition, que le maire de Saint-Pierre était parfaitement dans son droit en octroyant cette allocation de retour à l'emploi à ce monsieur, parce qu'il y avait droit, tout simplement. C'est pas parce qu'on condamne quelqu'un à mort qu'on peut l'écraser avec un camion. Il y a même des règles pour les condamner à mort. Donc, on ne jette pas quelqu'un à la porte en décidant de ne pas lui employer les moyens de revenir à l'emploi. Donc, c'est ce que nous avons dit. Donc, nous avons été qualifiés tous ensemble de voleurs, complices de voleurs. Donc, c'est extrêmement grave. Nous ne pouvions pas rester sans réagir. Et le deuxième niveau, c'était aussi d'avoir choisi un auditeur sans mise en concurrence. Donc là, nous avions commis un acte qui s'apparente à la prise illégale d'intérêt. Or, ce monsieur n'a pas fait qu'un audit, il nous a accompagnés pendant toute une année pour mettre en place le budget, pour valider le compte administratif, pour nous accompagner dans une situation extrêmement difficile, où l'audit a révélé qu'il y avait près de 500 000 € de factures qui n'avaient pas été enregistrées et déclarées au trésor public. Donc jusqu'à maintenant,
nous sommes en train de nettoyer les écuries d'Ogia. Et il nous fallait quelqu'un qui avait une compétence pour cela. Donc les 15 000 €, ce n'était pas pour un audit, c'était pour un accompagnement pendant 1 an en tant que financier externe, c'est-à-dire une prestation externe. C'était pour 1 an de travail. Une convention signée en mode uniforme et qui était bien en dessous du plafond qui nous obligeait à passer en marché public, sachant que ce monsieur est reconnu publiquement comme de notoriété publique, comme quelqu'un de compétent. C'est pas un voyou, c'est pas quelqu'un qui est un auditeur au noir. Il travaille pour Cap Nord, il travaille pour plusieurs municipalités de toutes couleurs politiques en Martinique. C'est quelqu'un qui est reconnu comme compétent et de notoriété publique. Il animait dernièrement un séminaire de Cap Nord sur les finances publiques. Voilà. Donc, dans l'urgence, nous l'avons choisi. Nous avons été qualifiés aussi donc, de personnes qui faisaient donc du détournement, de la prise illégale d'intérêt. Ce sont les deux diffamations les plus graves, mais il y en a d'autres derrière. Il y a celle qui consistait à dire que volontairement, j'avais poussé dehors la stèle qui était en train d'être installée sur la place Rennes, devenue place de Lorigny, que j'avais décidé qu'il n'y aurait pas de stèle à Saint-Pierre, et j'avais pris ça sur moi, dans votre dos. Et ça aussi, c'était une accusation qui, pour moi, était extrêmement grave, parce que ça faisait de moi quelqu'un qui était capable de faire de la discrimination dans le peuple de Saint-Pierre. Et les Indiens, je considérais que ces gens-là étaient quantité négligeable et qu'on n'avait pas à signaler et à souligner que les premiers Indiens étaient arrivés ici le 6 mai 1853. Donc cette communauté, j'ai eu trop de respect pour elle, pour que je ne pouvais pas accepter qu'on me qualifiait de quelqu'un qui était raciste anti-indien. Donc ça, c'est mais il y a encore une quatrième cause de diffamation qui va être examinée par la justice derrière. Donc nous sommes là sur un combat de valeurs. Nous ne sommes pas là juste pour faire la chasse aux personnes, mais nous sommes sur un combat de valeurs. Nous voulons montrer notre visage de la politique au Pierrotin et à la Martinique et honorer l'image de la ville de Saint-Pierre que nous respectons par-dessus tout. C'est ça notre combat. C'était une information, ça ne fera pas l'objet de vote. Donc s'il n'y a pas de remarques, peut-être que Patricia, tu voudrais nous dire quelques mots pour ta première participation, je te passe la parole. Donc c'est la première fois que je m'adresse au public. Je veux saluer les Pierrotins. Donc j'ai raté 2 conseils, c'est ça en décembre et janvier. Voilà. Donc j'étais avec à Paris pour me faire opérer. Voilà, je suis contente de vous retrouver. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle année. Juste pour rappel au public, donc Patricia Trieste est la 22e personne sur notre liste au départ, lors des élections, et du fait du décès de notre premier adjoint de Bourbon, mécaniquement, elle est arrivée au conseil municipal et elle n'a pas pu y participer pour des problèmes de santé, donc c'est la première fois qu'elle est avec nous ce soir. Donc vraiment, je te remercie, parce que tu as appelé, tu n'étais pas obligé d'accepter. Ça n'est pas obligatoire. Je me devais d'être là. Voilà, donc je te remercie vraiment de te mettre au service de ta ville. Bienvenue à Saint-Pierre, chez toi.
Voilà, chers collègues, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup pour votre participation.